sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrons ce journal avec la piscine municipale de La Turbie qui porte désormais le nom de la princesse Charlène. Nous assisterons à la journée Water Safety Day qui lutte contre la noyade. Nous parlerons du bicentenaire des carabiniers du Prince. Nous irons faire un point sur la situation sanitaire au jardin d'Apolline. Et nous terminerons avec le concours de langue monégasque. Elle est nichée sur les contreforts de la Tête de Chien, un véritable havre de paix et une bulle d'air frais pour les habitants de La Turbie. La piscine municipale du village portera désormais le nom de la princesse Charlène. Le récit de Patricia Navarro. C'est à l'unanimité que le conseil municipal de La Turbie s'est prononcé. La piscine de la ville a été baptisée Piscine Princesse Charlène de Monaco. Le complexe aquatique est situé sur la route de la Tête de Chien. Ce geste d'amitié vient conforter encore un peu plus les liens unissant la principauté à cette commune voisine. Beaucoup de dossiers nous lient, c'est des liens ancestraux, je dirais, dans l'histoire qui remonte à des centaines d'années. Nos liens sont toujours été constants avec Monaco et le resteront d'ailleurs puisque nous avons de futurs projets qui continueront à nous lier, alors soit à travers le sport, soit à travers l'éducation, mais aussi à travers des projets qui comptent beaucoup pour la commune de La Turbie. En ce mois de juin, ce baptême symbolique de la piscine coïncide avec de nouvelles sessions d'apprentissage de la natation pour les enfants de la région, des sessions qui sont parrainées par la Fondation Princesse Charlène depuis plusieurs années. La Turbie est apparue comme une évidence. On a donc commencé un partenariat avec la mairie et avec la Fédération française de natation pour faire nager des enfants maintenant de 3 communes dans cette piscine en juillet et au mois de juin aussi, un petit peu sur route. Et on compte 1150 enfants depuis le début de cette opération. Donc je pense que tout le monde peut être très fier. Ce sont des opérations de Learn to Swim principalement. Ils ont un certain nombre d'heures de natation au travers de jeux, au travers de séances avec les enfants dans le bassin. Ils vont nous donner des démonstration aujourd'hui de toutes les compétences qu'ils ont acquises avec grande fierté. Et le partenariat ne s'arrêtera pas là puisque la Fondation Princesse Charlène souhaite développer et étendre l'apprentissage à d'autres communes de la région. De jeunes enfants d'Aise sont par exemple depuis peu associés aux sessions de formation. Le Water Safety Day avait lieu ce jeudi. Cette journée organisée par la Fondation Princesse Charlène avait pour objectif de proposer différentes activités pratiques afin de lutter contre la noyade. Un reportage de Sandrine Nègre. Pas mal. C'est une organisation qui commence très tôt. Vous savez, depuis 6h45 ce matin, la plupart des moniteurs sont présents et ont mis en place ce magnifique terrain de jeu. Une journée qui a donc commencé tôt, mais pour la bonne cause. Tout au long de ce Water Safety Day, sur les plages du Larvoto, des jeunes scolaires en classe de 6e au collège Charles III et au collège FANB ont pu apprendre les gestes qui sauvent, mais pas seulement. Plusieurs valeurs leur ont aussi été transmises, comme le courage, la fraternité, l'humilité, le respect, sous le regard de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, qui tient tout particulièrement à cette journée organisée par sa fondation. This is a program that we've been having now for the past 3 years, and the action of this program is to teach children first of all CPR, water safety, and learn to swim, and learning different life-saving techniques with the help of volunteers and lifeguards. Unfortunately, we do lose a lot of people every year to drowning, and it's not only just on a coastline. There are drownings inland too, near lakes, rivers, dams, and sometimes even, unfortunately, we lose children to drowning in bathtubs. So we're trying to put out an awareness program now before the summer comes. Et afin de maîtriser au mieux la prévention de la noyade, différents ateliers ont été proposés. Les bâtonnets musicaux. Au signal, les compétiteurs se redressent et effectuent un sprint pour s'emparer de l'un des bâtons. Les nipperboards, planches de sauvetage de taille réduite pour l'apprentissage des enfants. Autre atelier, celui de la prévention des noyades ou encore celui de la réanimation cardio-pulmonaire. Le grand cycle de l'eau pour la sensibilisation était aussi au cœur de cette journée ou encore l'atelier des bouées tubes avec notamment le champion olympique de natation Alain Bernard. C'est un instrument, un accessoire pour aider à sauver des gens qui se noient, pour des sauveteurs. Ça permet aux gens qui se noient de s'agripper à cette bouée et de se faire tracter en toute sécurité pour être ramenés vers le bord. Donc
Voilà, on leur apprend à faire cet exercice de manière éducative et puis de manière ludique sous la forme d'un relais après. Donc mon partenaire a été un petit peu pris dans la précipitation, il a oublié la bouée, donc il est arrivé vers moi et puis il a fait demi-tour. Non mais c'est une belle ambiance et c'est surtout une belle cause. Ça me fait toujours plaisir d'être là, c'est la 2e année, ça se passe très très bien. Il fait beau, on a le soleil, on a la mer, mais c'est très important justement de sensibiliser les jeunes aux dangers qu'il peut y avoir dans l'eau, que ce soit dans les piscines, en lac, en mer, en rivière. On a appris à faire des massages cardiaques et du coup à se servir aussi des bouées. Du coup ça pourrait nous aider pour plus tard. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris des choses que vous ne saviez pas ? Oui, beaucoup, parce que comment utiliser un défibrillateur, c'est pas souvent qu'on l'utilise. Et aussi secourir une personne avec plusieurs manières. Vous apprenez les gestes qui sauvent avec de vrais champions. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est bien parce qu'on les voit jamais, on n'a pas souvent l'occasion de voir des champions. Et donc on apprend des choses en s'amusant et avec des champions, donc c'est drôle et on peut beaucoup s'amuser. Parmi les personnalités et athlètes présents aussi au cours de ce Water Safety Day, entre autres Carlos Alonso Ruiz, Bernard Crépel, Henri Davis, Virginie Dedieu, Frédéric Jossinet, Julien Lalanne ou encore Anthony Mézère et Kevin Roland. Judo, discipline liée à la neige ou qui se pratique sur l'eau, tous poursuivent un même objectif, celui de transmettre des gestes qui peuvent sauver des vies. Marianne Bréchu, vice-championne du monde de ski freeride, et Stéphanie Barnex, championne du monde de sauvetage côtier, étaient également présentes. Elles font partie respectivement des associations Étoiles des Neiges et du Flocon à la Vague. Je dirais le combat de chaque instant et de tous les jours. À partir du moment où on a des enfants, ce sont les adultes de demain. Les consignes de sécurité peuvent être générales et ensuite, en fonction des lieux où on se trouve, effectivement, il y a des spécificités par endroit et du coup, on leur apprend justement à comment aller chercher ces informations. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est quand même de réduire le nombre de noyades. Donc c'est très ambitieux comme projet et à la fois très réalisable puisque je pense que chaque instant, voilà, là aujourd'hui c'est 80 enfants, mais il y a d'autres projets donc avec la fondation qui permettent justement de sensibiliser un très grand nombre d'usagers, qu'ils soient enfants ou adultes. On est dédié aux jeunes qui ont la mucoviscidose, on les soutient dans toute la France et on a la chance sur ce Water Safety Day d'avoir 7 jeunes qui sont invités à partager cette expérience géniale avec des enfants de Monaco et qui en plus ont été en stage pendant 2 jours tout le week-end pour se préparer finalement à cette journée au niveau du sauvetage côtier, des activités, voilà, pour être fin prêt pour le Water Safety Day. Les ateliers, tout comme la course des champions, se sont déroulés sous les encouragements et les commentaires de Marc Tuesca. Au-delà de cette journée, les actions de la Fondation Princesse Charlène se poursuivent avec notamment le programme Learn to Swim qui est mis en œuvre. Autre moyen mis en place pour lutter efficacement contre la noyade, la formation dispensée aux élèves de 5e par le Centre de sauvetage aquatique de Monaco et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Nous vous en avons déjà parlé plusieurs fois sur notre antenne. Les Carabiniers du Prince fêtent leur bicentenaire. Plusieurs manifestations sont donc organisées tout au long de l'année, dont la dernière en date ce lundi soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. Un reportage de Fabien Bognat. C'est un moment de camaraderie, de convivialité, voire même de communion qu'ont pu vivre ces quelques 200 représentants de la force publique monégasque autour de leur chef, en présence de leur souverain. Un instant indispensable au renforcement de l'esprit de corps s'est déroulé dans un lieu exceptionnel qu'est la cour d'honneur du Palais Princier, décorée pour l'occasion. Une centaine de carabiniers et autant de sapeurs-pompiers ont revêtu un polo symbolisant le bicentenaire des carabiniers de Monaco. Ils ont tous reçu en cadeau un Opinel, lui aussi aux couleurs de cet événement. Tout cela autour d'un repas de type bivouac militaire, ce que l'on appelait dans le jargon lors de la Première Guerre mondiale la popote. Faire la popote et rentrer ensuite dans le langage courant.
La popote, c'est ce qu'on va faire ce soir, manger, boire, rigoler, chanter, être content d'être autour de notre prince, qui est notre général en chef aussi, notre commandant en chef. Donc il ne faut pas l'oublier, on va passer un bon moment. Mais l'endroit, la cour d'honneur, à partir de ce soir, s'appelle la popote, puisqu'on aura fait une popote dans cet endroit très symbolique. Et le but, c'est que demain matin, eh bien, il y ait une cohésion encore plus importante. Il faut le prendre, c'est pas parce qu'on fait un repas qu'il y a la cohésion. La cohésion, elle existe, sinon on ne fait pas de repas, c'est dans l'autre sens. Mais elle est renforcée si il y a un moment comme celui-là. Cette soirée historique a suivi un rituel simple et immuable. Tout d'abord, un mot du commandant supérieur de la force publique, suivi par la bénédiction du repas par l'aumônier militaire, le père Penzo. Et moment traditionnel et atypique, le prince président de Popote a ensuite fait la poussière. Attention pour la poussière. Envoyez. Nous avons un verre à la main et nous faisons un cul sec, comme on dit dans le langage courant, tout simplement. Alors pour rincer les verres, tradition de l'armée d'Afrique, les verres ou les quarts étaient poussiéreux et l'eau était très rare et on rinçait avec le vin qu'on se gardait bien de jeter, bien sûr, qu'on buvait quand même. Et c'était une manière donc de commencer le repas après avoir rincé les verres. Et bien entendu, on en profite pour évoquer à ce moment-là nos saints patrons, Saint-Sébastien pour les carabiniers, Sainte-Barbe pour les pompiers. Et puis il y a Saint-Luc aussi, c'est une tradition qui est relativement nouvelle. Saint-Luc, c'est un saint temporaire, puisqu'il sera remplacé par un autre saint lorsque je partirai, dans pas longtemps. C'est le patron de la force publique. On prend le prénom du commandant supérieur et c'est le saint patron de la force publique. Et par Saint-Sébastien, vive les carabiniers! Par Sainte-Barbe, vive les sauveurs! Et par Saint-Luc, vive la force publique! Par décision souveraine en date de ce jour, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a nommé à titre exceptionnel dans le corps de ses carabiniers, à la distinction de carabinier de première classe d'honneur, M. Louis Ducruet. Après la poussière et avant d'entamer cette popote préparée en collaboration avec le Castelroc, le neveu du prince Albert II, Louis Ducruet, a été fait première classe d'honneur des carabiniers, comme ses deux cousins Pierre et Andrea Casiraghi quelques années plus tôt. Des événements ont marqué ce bicentenaire tout au long de l'année, comme le concert de l'Orchestre des Carabiniers, la Saint-Sébastien ou encore une exposition au Palais dont nous reparlerons dans une prochaine édition. Parmi tous ces événements, cette popote au cœur du palais en présence du souverain sera très certainement un souvenir que n'oublieront pas de sitôt tous ces sapeurs-pompiers et carabiniers, ces militaires qui font preuve de courage, de fidélité et de dévouement au quotidien. Bravo. Merci beaucoup, bonne soirée. Le gouvernement vient d'organiser une conférence de presse afin de faire un point sur la situation sanitaire actuelle au jardin d'Apolline. De récentes analyses d'eau ont conduit à la diffusion de recommandations auprès de la population. Les explications de Patricia Navarro. Il y a quelques mois, le gouvernement annonçait la mise en place d'une série de mesures destinées à faire face aux conditions de résidence dégradées dans les immeubles des jardins d'Apolline. Une première phase de travaux était alors engagée. Aujourd'hui, une liste de recommandations vient d'être adressée aux habitants des 237 appartements que comptent les jardins d'Apolline, ainsi qu'aux commerces du rez-de-chaussée. Cela fait suite aux résultats d'analyse effectués récemment sur 4 bouteilles contenant de l'eau du robinet et dont 2 présentaient des traces de résidus de fer. Des analyses d'eau ont révélé en effet pour certains échantillons des seuils notamment de présence de fer, mais il nous a semblé légitime de prendre, selon le principe de précaution qui prévaut dans tous les pays développés aujourd'hui, de recommander aux habitants des jardins d'Apolline, aux résidents, de ne plus consommer cette eau dont la potabilité est remise en question par ces analyses. Par souci de transparence et par respect donc du principe de précaution, le gouvernement a préféré émettre des recommandations. Les traces de fer décelées lors des analyses sont légèrement supérieures aux normes de potabilité, mais bien en deçà des seuils critiques.
le gouvernement a pris ses responsabilités en recommandant aux résidents de s'abstenir de l'eau du robinet. Et de la même façon, compte tenu des éléments dont nous disposons, nous préconisons qu'on ne cuise pas les aliments avec cette même eau. En revanche, on peut se laver les dents, on peut prendre une douche, on peut donner le bain aux enfants, par exemple, il n'y a aucune difficulté. Compte tenu de ces éléments, nous avons pris la décision de mettre à disposition des résidents des packs d'eau en quantité qui leur sera nécessaire. Donc s'il n'y en a pas assez, il faut nous l'indiquer pour qu'on complète les livraisons. Et dans le même temps, nous allons prochainement mettre en place des dispositifs sur la suggestion des services relevant du département qui consistent à filtrer l'eau à l'arrivée du réseau dans l'appartement et au bec de robinet dans la cuisine. Ce sont des dispositifs bien connus, reconnus et disposant des certifications nécessaires qui ont pour effet de retenir les particules métalliques qui peuvent être dans l'eau, ce qui devrait restituer au réseau d'eau sa potabilité. Face à cette situation, de nouveaux prélèvements seront effectués à une cadence très rapprochée dès lors que les systèmes de filtration auront été mis en place. Des travaux sont également menés dans le réseau de distribution de l'eau. Le gouvernement, quant à lui, va poursuivre toutes les personnes à l'origine de ces malfaçons. La fin d'année scolaire rime souvent avec examen. C'est le cas pour les élèves de la CM2 à la 5e. Une centaine d'entre eux viennent de passer l'oral du concours de langue monégasque avant la remise des prix. Émilie Rousseau vous en dit plus. Ils étaient près de 1400 élèves aux épreuves écrites du concours de langue monégasque. 93 d'entre eux ont réussi cet examen et passé la semaine dernière l'épreuve orale. Un dernier passage devant un jury composé de plusieurs membres du Comité national des traditions monégasques et de Henri Doria, adjoint au maire. Moi, enfant, ça parlait le monégasque. Mais bon, on le comprenait mal puisqu'on n'était pas initié. Maintenant, les élèves ont la chance de l'avoir à l'école et d'apprendre, et puis que ça soit devenu avec une grammaire et vraiment une langue dans la règle de l'art. L'examen oral dure une dizaine de minutes. Il est basé bien évidemment sur les connaissances de l'élève, connaissances qu'il a acquises tout au long de l'année scolaire. Les élèves doivent lire un texte inconnu. Ensuite, ils doivent le traduire. Il y a des questions de compréhension sur ce texte et puis des questions qui portent sur l'ensemble des points du programme qui ont été abordés durant l'année avec les professeurs. Ici, nous avons suivi les élèves de 5e du collège FANB, mais il faut savoir que la langue monégasque est enseignée dès le CM2, la discipline devenant optionnelle à partir de la 4e. Pour Lisa, l'oral de monégasque s'est plutôt bien passé malgré le stress. Ça s'est bien passé, j'espérais mieux. C'est toujours au dernier moment que les dernières faiblesses elles apparaissent. Et c'est là qu'on est déçu parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire plus de révisions sur ce point-là, alors que c'est justement le point où on pensait qu'on avait tout bien fait. Un peu déçu, mais voilà. C'est une langue que tu apprécies, le monégasque ? Oui, j'aime beaucoup le monégasque, surtout parce que c'est très proche de l'italien et je suis italienne. Mais aussi parce que c'est important, à mon avis, de parler monégasque parce que c'est les traditions de notre pays et les traditions, il faut les entretenir, il faut les maintenir parce que si le monégasque venait à disparaître, ce serait comme si en Italie on ne parlait pas italien en fait. Tous primés, ceux qui ont passé l'oral participeront à la remise de prix du concours de langue monégasque. Elle aura lieu le 22 juin prochain dans la cour d'honneur de la mairie. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque, les femmes leaders Monaco proposent un spectacle de variété ce mercredi à l'espace Léo Ferré. Les seniors fêteront la musique pour leur 2e édition. Les places sont gratuites et à retirer à la direction de l'Office du tourisme. Le 50e concours international de bouquets était organisé ce week-end. Il s'agit là d'une véritable compétition réservée aux amateurs. Au fil des décennies, le label de qualité du concours s'est affirmé. Les nombreux participants, entre 100 et 150, viennent parfois de pays très lointains. 2 jurys se prononcent sur les compositions présentées. L'officiel est composé de juges diplômés en art floral, le spécial présidé par son Altesse royale, la princesse de Hanovre, et de nombreuses personnalités du monde littéraire et artistique. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours.
Mercredi, ciel restant dégagé avec des températures allant de 24 à 28 degrés. Jeudi, le temps reste assez agréable avec un mercure pratiquement identique à la veille. Vendredi, peu de changements avec un thermomètre supérieur au normal. Et enfin, le week-end prochain, légère détérioration du temps avec une maximale de 24 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés en salle cette semaine avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.